personnes. La sélection se fera d'après les enquêtes sociales faites par les travailleurs sociaux. C'est par commune? C'est par commune. Voilà, là, je suis le point focal au niveau de la DAU. Il y a 7 communes au niveau de la DAU qui sont venues se faire enquêter aujourd'hui. Mais on a donné des jours parce qu'on ne peut pas faire l'enquête pour 7 communes aujourd'hui. De toute façon, les enquêtes se feront pendant une semaine et on essaiera de faire le maximum. C'est 19 communes. Les 7 communes se trouvent à la DAU, les 6 communes se trouvent au niveau du building communal et les 6 autres communes aussi se trouvent au niveau de la ville de Dakar. Ici, on a à peu près 6 000 demandes, rien que pour les 7 communes. On a la commune de Grand Yoff, la commune de Grand Dakar, la commune de Patte d'Oie, la commune de Mermoz Sacré-Cœur, la commune de Yoff, la commune de Cambérène. Voilà, les montants, c'est 40 000 par personne. C'est 40 000 par personne. À chaque année, c'est 40 000. Comme c'est Pâques et Tabaski, c'est la même chose, on a 40 000. Mais la sélection se fait à partir des enquêtes sociales. On le fait par Wave. Si vous êtes bénéficiaire, vous allez recevoir votre montant à partir de Wave. Rien que pour les dépôts, il y a 17 000 dépôts pour les 19 communes d'arrondissement. Comparé aux années passées? Je pense que l'année dernière, il y avait plus de demandes l'année dernière que cette année. RFM. L'actualité internationale. Le journal international avec vous, Anna Rocha, bonjour. Bonjour Souleymane Nior, bonjour à tous. En Mauritanie d'abord, où l'arrestation de 2 députés fait des vagues. Plusieurs membres de l'opposition dénoncent une dérive autoritaire après l'arrestation de ces 2 députés. Elles sont également militantes anti-esclavagistes. Les 2 parlementaires ont été envoyés en prison mardi dernier après avoir critiqué le président et le gouvernement mauritanien. Fama John. Mariam Chiar et Gamou Achour, membres de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste du député Biramda Abeid, sont poursuivis pour avoir critiqué le président et le gouvernement mauritanien sur les réseaux sociaux. Selon Biramda Abeid, Mariam Chiar a été détenue dans un lieu secret pendant plusieurs jours avec son nourrisson de moins de 3 mois. Une méthode qui se généralise, appuie l'élu de l'opposition dans le but de pousser les personnes appréhendées à présenter leurs excuses. Et si le parquet général invoque le flagrant délit pour contourner leur immunité parlementaire, l'opposition, elle, dénonce une dérive autoritaire et une attaque contre la démocratie. Interrogé par RFI, le fondateur du mouvement abolitionniste estime que cette arrestation montre également l'intention du pouvoir d'éradiquer le mouvement abolitionniste. La guerre au Moyen-Orient, nouveau round de négociations ce jeudi. Israël et le Liban tiennent à Washington de nouveau pour parler sous la médiation américaine. Beyrouth veut demander une prolongation d'1 mois de la trêve en vigueur depuis le 17 avril. Les derniers développements de cette guerre au Moyen-Orient avec Nafissa Toussila. Avant ces discussions, Israël a affirmé ne pas avoir de désaccord sérieux avec le Liban, l'appelant à travailler ensemble contre le Hezbollah pro-iranien, grand absent de ces discussions auxquelles il est opposé. Les 2 pays, toujours en état de guerre, avaient tenu une réunion le 14 avril déjà à Washington, la première du genre depuis 1993 pour tenter de mettre fin à la guerre. Les États-Unis avaient ensuite annoncé une trêve de 10 jours dans ce conflit qui a déjà fait plus de 2400 morts et 1 million de déplacés côté libanais. Par ailleurs, une journaliste libanaise a été tuée hier par une frappe israélienne dans le sud du pays. Avant l'annonce du décès de la journaliste Amal Khalil, l'agence de presse libanaise officielle ANI avait fait état de 4 personnes tuées par des frappes israéliennes dans l'est et le sud du pays. Amal Khalil, qui couvrait le conflit dans la ville de Al-Tiri avec une collègue Zeynab Faraj, qui a été tuée à la suite d'une frappe aérienne israélienne selon la défense civile. Les dirigeants libanais accusent aujourd'hui Israël d'avoir perpétré un crime de guerre après la mort de la journaliste. Israël cible délibérément les journalistes dans le but de cacher la vérité sur ces crimes contre le Liban, a affirmé le président Joseph Aoun, dénonçant des crimes de guerre. Le premier ministre Nawaf Salam a estimé lui aussi que cibler des journalistes et entraver l'accès des équipes de secours constitue un
crimes de guerre, assurant que son pays poursuivra l'affaire devant les instances internationales. L'ONU, de son côté, dit travailler au maintien d'une présence au Liban après le départ de la FINUL en 2027. La FINUL, c'est la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Déclaration ce matin en conférence de presse à Genève du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix. Et puis aux Philippines, l'ancien président Rodrigo Duterte sera jugé par la CPI. Il sera jugé pour crimes contre l'humanité. Les procureurs de la Cour pénale internationale accusent l'ancien dirigeant d'être impliqué dans au moins 76 meurtres liés à sa guerre contre la drogue lorsqu'il était au pouvoir entre 2016 et 2022. L'ancien homme fort de Manille, âgé aujourd'hui de 81 ans et très affaibli, est inculpé de 3 chefs d'accusation pour crimes contre l'humanité. Rodrigo Duterte est accusé d'avoir autorisé des meurtres et sélectionné personnellement des victimes. Souleymane. Merci Anna Rocha. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes, nous ferons le débrief du grand oral de Macky Sall hier aux Nations Unies et nous évaluerons la performance de l'ancien chef de l'État du Sénégal avec nos 2 intervenants du jour, Thierno Souleymane Diop-Niang, spécialiste en relations internationales, et Momar Thiam, expert en communication et directeur de l'école des hautes études en information et communication HEIC. RFM Sport. L'actualité des sports avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane. Championnat d'Afrique de judo, 13 combattants vont défendre les couleurs du Sénégal. Ce sera du 23 au 25 avril à Nairobi au Kenya. Ces combattants sénégalais vont donc défendre les couleurs du Sénégal. Objectif, revenir avec des médailles d'or et des médailles d'argent et des médailles de bronze autour du cou. Youssouf Bodian fait le point sur la délégation du Sénégal. La tête de file reste Mbagnick Ndiaye, 4 fois champion d'Afrique chez les plus de 100 kg. À 32 ans, le pensionnaire de l'AS Douanes a décroché l'or continental en 2023, 2020, 2019 et 2018. Au dernier championnat d'Afrique de judo à Abidjan en 2025, Mbagnick Ndiaye avait terminé 2e, médaille d'argent. Chez les moins de 90 kg, on aura Abdourahmane Diao, 31 ans, vice-champion d'Afrique en 2021. Il avait terminé 5e au dernier championnat d'Afrique. Ces cadres seront accompagnés par des judokas moins expérimentés mais prometteurs. Mohamedou Mboub, 21 ans, médaille d'argent au championnat d'Afrique senior en 2025. Ryan Dacosta, 23 ans, médaille de bronze senior en 2023 et médaille d'argent au championnat d'Afrique junior en 2022. Omar Mbalo, 22 ans, champion d'Afrique junior en 2023. Aruna Keita, 26 ans, médaille de bronze au championnat d'Afrique junior en 2019. Papsek Mbaye, 21 ans, médaille de bronze au dernier championnat d'Afrique. Le benjamin du groupe des garçons, c'est Cheikh Samsidine Diouf, 18 ans, qui va découvrir ce niveau de la compétition. Chez les filles, le Sénégal est représenté par des combattantes moins expérimentées. Germaine Correa, 19 ans, vainqueur en mars dernier de l'Open Junior de Dakar. Jojo Sonko, 22 ans, 7e au dernier championnat d'Afrique senior et 3e à l'Open de Dakar en 2026. Souken Koli, 21 ans, médaille de bronze au championnat d'Afrique junior en 2023. Diarou Sen Sonko, 21 ans, médaille de bronze au championnat d'Afrique junior en 2024. Il y a également Soda Gueye qui participe à ses premiers championnats d'Afrique senior de judo. On y va, Souleymane? Oui, avec la lutte, avec frappe, choc entre jeunes lutteurs qui visent le cercle des VIP. Ce sera dimanche prochain à l'arène nationale. Ils sont tous deux de la banlieue. Job 2 qui mobilise tout Yumbel, Défi, Lys Ndiago qui mobilise tout Diamaguène. 2 jeunes lutteurs qui ont pour ambition d'intégrer le cercle des VIP qui vont s'affronter. Un combat qui promet beaucoup de bonnes choses au sein de l'arène nationale, nous dit Baye Balamboub. Il est chroniqueur à Bantamba TV. Le combat des gladiateurs, ñaari xalé, même génération. On va vers un combat de gladiateurs entre 2 jeunes lutteurs qui ont prouvé leur valeur en si peu de temps. Job 2 est venu et il a montré toute sa valeur. Il a montré son courage mais également son savoir-faire, accompagné d'un grand public pour le pousser à chaque fois vers la victoire. Mais en face, il aura Lys Ndiago. Lui, à chaque fois qu'il a combat, c'est tout Yumbel qui se mobilise, c'est tout Diamaguène qui se mobilise. Donc, on va vers un choc entre 2 jeunes qui ont pour ambition de passer ce cap pour aller
aller dans le cercle des VIP. Mais attention, Diop 2 doit vraiment faire très attention face à Liss Ndiago, qui a montré ses preuves, son savoir-faire, mais également ses qualités dans la bagarre. Diop 2 également a des qualités. Il est très fort physiquement, très bon en lutte et il a de bons coups de poing, ce qui promet une belle affiche, un bon combat dans l'arène ce week-end. Il y aura de l'ambiance, il y aura tout ce qu'il faut, mais également on aura droit à un combat de haut niveau entre deux jeunes qui ont besoin de prouver leur valeur pour enfin valider leur ticket pour entrer dans le cercle des VIP. Et puis di ñaan que le meilleur gagne. ñaari ndaanaan lañu ñaari bërikat lañu champion lañu. Pour finir avec la Basketball Africa League, début des compétitions pour l'équipe de l'AS Ville de Dakar demain à Rabat au Maroc. Ce sera à 15h. L'équipe du Sénégal va défier le club africain. Souleymane. Merci Malal Junior Diagne. RFM, la presse du jour. La revue de presse avec Barthélémy Ngom. Macky Sall joue son destin à New York. Un titre de Sud Quotidien pour évoquer le grand oral d'hier. Presque tous les journaux de ce matin en parlent et chacun y va avec son appréciation. Opération séduction, constate Vox Populi. Je serai un secrétaire général impartial qui parle à tous et qui écoute tous, dit l'ancien président de la République dans les colonnes du journal. Macky Sall déclare vouloir apporter à l'organisation son expérience de près de 40 ans de responsabilité publique du bas de l'échelle au sommet de l'État, ce qui fait dire à l'info au quotidien que Macky Sall déroule, avance et prend date. Il va être un bâtisseur de ponts entre les nations, écrit le confrère Macky, qui selon l'Observateur a défendu une vision ambitieuse d'une ONU réconciliée avec ses principes face aux crises mondiales qualifiées de systémiques. Un plaidoyer mêlant diplomatie, réforme et gouvernance mondiale dans une séquence décisive de sa campagne pour le poste de secrétaire général de l'ONU. Un discours donc fait de méthode, conclut le quotidien du groupe Futur Média. Macky Sall a donc déroulé sa feuille de route lors de son grand oral. Dans les colonnes du journal Le Quotidien, il se veut clair. Faire évoluer les Nations Unies, dit-il, c'est également renforcer le Conseil de sécurité sur une base consensuelle. Macky Sall passe haut la main, son grand oral se réjouit encore le journal Les Échos. Il a rassuré la communauté internationale, constate la Tribune. Enquête sur ce grand oral souligne que le candidat veut une organisation capable de restaurer la confiance entre les États, développement, dette et inégalité au cœur de ses priorités. Macky Sall promet des réformes pour renforcer l'efficacité de l'ONU, suffisant pour que le journal L'Exclusif lui décerne le titre de bâtisseur et de réformateur. Sur cette même logique, l'I Quotidien mentionne en détail toutes les réformes annoncées par Macky Sall, de la parité au secrétariat général à l'engagement avec les États membres. 2 membres de l'Alliance de la République justement devant la Cour suprême. Que se passe-t-il entre Farba Ngom et Pape Malick Ndour? Les Échos, tout comme l'Observateur, annoncent leur jugement pour mardi prochain en audience spéciale. Affaire donc à suivre, tout comme l'Observateur suit attentivement les pas de Diomaye Faye et de Amadouba. Mystère d'un rapprochement entre démenti et zone d'ombre. Mon confrère renvoie ses lecteurs en page 4. À la même page du journal Walf Quotidien, alerte sur la crise à la RTS. D'anciens de la boîte, écrit le confrère, interpelle les autorités et pointe une démotivation du personnel et un risque de dégradation continue de la qualité des productions. Source A de son côté produit un document. Lequel document qui révèle tout sur les 15 des 22 présumés homosexuels arrêtés à Linguère. Le confrère note qu'aucune famille de la ville n'est épargnée. Imam, délégué de quartier, dirigeant d'ASC, maire de Linguère, tous en conclave hier pour déclarer la guerre au phénomène. Autre affaire qui secoue l'internat de la mosquée omarienne. L'Observateur, qui nous en parle ce matin, note qu'une enquête judiciaire a été ouverte après de graves accusations. 5 personnes, dont un surveillant de 41 ans, mises en cause dans une affaire sensible concernant un garçon de 9 ans, souligne le confrère. Bonne lecture. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Bienvenue dans notre rubrique Point de vue à 12h37. Nous allons revenir sur le grand oral de l'ancien président du Sénégal, Macky Sall, aux Nations Unies hier et pour évaluer d'une certaine manière la performance de Macky Sall et peut-être faire le débriefing globalement. Nous sommes avec Momar Thiam, expert en communication et directeur de l'école des hautes études en information et communication HEIC. Momar Thiam, bonjour. Oui, bonjour, Elhaji.
Nous comptons être rejoints tout à l'heure par Thierno Souleymane Diop Niang, spécialiste en relations internationales, pour participer à ce mini-débat. Mais pour commencer, Momar Thiam, au vu de la prestation de Macky Sall hier aux Nations Unies, tant sur la forme que dans le fond, a-t-il marqué des points dans la course au poste de secrétaire général de l'ONU, d'après vous? Écoutez, l'exercice de communication auquel s'est lié le président Macky Sall hier est quand même un exercice qui n'est pas facile, en ce sens que il a fait face quand même non seulement à des multitudes de nationalités différentes qui composent en tout cas le Bureau des Nations Unies, mais aussi à des questions qui relèvent quelquefois des relations multilatérales, quelquefois des relations bilatérales et quelquefois même qui relèvent d'une mondialisation que l'on connaît tout de suite aujourd'hui compte tenu des implications des pays, des économies, etc. Et je pense que je retiendrai deux éléments quand même qui sont fondamentaux dans sa communication, tant sur la forme que sur le fond. Sur la forme, je pense que l'entame de son propos, qui était de prononcer un discours préliminaire, est quand même une très bonne chose, surtout que le début de son discours, il l'a fait en anglais. Donc ça interpelle un tout petit peu la communication institutionnelle même de cette organisation mondiale, où l'anglais quand même est plus ou moins dominant par rapport aux autres langues, même si aujourd'hui la langue la plus parlée au monde aujourd'hui en termes de nombre, c'est l'espagnol. Et donc il a envoyé un signal pour dire, écoutez, moi, président Macky Sall, même si je suis francophone, la langue de Shakespeare, je la maîtrise aussi. Donc ça c'est sur la forme. Et sur le fond, et là on rentre au cœur justement de l'exercice de communication, puisqu'il s'agissait de répondre quand même à des questions diverses, relevant de tous les registres qui peuvent être gérés au niveau de cette institution. Et ce que j'ai retenu à ce niveau-là, en termes de fond, c'est que le président Macky Sall, quand même, a usé d'une méthode, quand même, qui est somme toute productive, en ce sens que toutes les questions qui lui ont été posées, il a répondu à ces questions sous le registre de ce que j'appelle des problématiques. D'ailleurs, c'est un mot qui revenait souvent dans son propos, la problématique 2, la problématique de la sécurité, la problématique de l'environnement, la problématique liée aux gens, notamment en parlant des femmes, la problématique du multilatéralisme, etc. Et c'est une manière pour lui de faire comprendre que les questions et toutes ces problématiques-là, il les maîtrise. Parce que je rappelle qu'une problématique, c'est ce qui pose problème. Ce n'est pas le problème en lui-même, c'est ce qui pose problème. Et donc, il a fait un diagnostic assez éloquent et assez exhaustif quand même de la situation des Nations Unies, en parlant justement de lui redorer son blason, le positionner les Nations Unies comme un acteur majeur dans la résolution des conflits, notamment pour les questions de sécurité, pour les questions environnementales, mais pour les questions aussi liées aux droits de l'homme et les questions de genre. Au total, vous avez été, disons, convaincu par Macky Sall comme candidat. Si vous permettez, avant de revenir sur d'autres aspects de votre développement, j'aimerais introduire Thierno Souleymane Diop Niang, spécialiste en relations internationales. Thierno Souleymane Diop Niang, bonjour. Bonjour Souleymane. Est-ce que vous avez été tout aussi convaincu par Macky Sall hier lors du grand oral devant les représentants des États membres, des groupes d'États et la société civile auprès des Nations Unies? Bon, je ne sais pas s'il faut dire qu'on est convaincu ou pas, parce que c'est peut-être pas forcément un exercice de conviction, mais c'est surtout saluer la maîtrise du sujet du président Sall. Et je pense que c'est normal. Le président Macky Sall a dirigé un État pendant 10 ans et naturellement, il a été au cœur des questions multilatérales. Et c'est revenu beaucoup dans son discours hier. Je pense que mon prédécesseur le disait. La trame du discours du président Macky Sall tournait autour des problématiques qui sont en train de sévir le monde ou d'enlacer le multilatéralisme ou la crise que nous sommes en train de vivre. Mais il y a aussi quelque chose qui a été intéressant et qui a beaucoup parlé du discours de Macky Sall, c'est de faire en sorte qu'il y ait une égalité au sein de l'institution onusienne,
C'est pourquoi, durant tout son discours, même sur la forme, il balayait d'un revers de main les questions de petits États et de grands États. Chaque plan international, effectivement, tous les États sont aidés. Ben justement, il a donné beaucoup de réponses de principe et conformément au texte qui régissent l'Organisation des Nations Unies, la charte, etc. Alors que les attentes, à l'évidence, c'était qu'il soit plus concret, plus spécifique. Il y avait une tension entre quand même l'exigence de réponse aux questions précises qui lui étaient posées, mais également le besoin de rester sur des grands principes, notamment pour ne pas froisser certains acteurs majeurs que sont notamment les membres permanents du Conseil de sécurité. Est-ce que vous avez eu cette impression de malaise un peu entre ces deux tensions-là, enfin cette tension entre ces deux exigences? Écoutez, peut-être pas un malaise, mais je pense que c'est d'abord de la diplomatie, c'est un exercice de diplomatie. Surtout quand un processus est enclenché, il veut être le secrétaire général des Nations Unies, et naturellement, il y a un support fondamental, voire crucial, des pays qui composent la pentachie, c'est-à-dire les 5 pays du Conseil permanent de sécurité. Donc je pense que, et on dit que Macky Sall a de très bons rapports avec tous ces pays-là, il l'a dit d'ailleurs, c'est un secrétaire général qui sera neutre, qui sera à la croisée des chemins, mais aussi au-dessus de la mêlée, avec les mêmes rapports que tous les pays, que ces pays soient du Conseil de sécurité, ils appartiennent à... C'est important pour les solutions. Maintenant, nous avons jugé le président Macky Sall à l'exercice. Si jamais il est élu en décembre prochain comme le prochain... Malheureusement, un petit problème de liaison avec vous, Thierno Souleymane Diop Niang. Le temps de régler ce petit problème technique. Revenons avec vous, Momar Thiam, justement sur je veux dire, cette situation quand même difficile dans laquelle se trouvent tous les candidats, de devoir répondre à des questions très précises sur les projets, sur les initiatives spécifiques qui seront lancées pour notamment réformer l'organisation, rationaliser, optimiser, etc. Et le besoin de rester relativement vague sur certaines choses qu'on ne peut annoncer maintenant au risque de se mettre à dos certains acteurs majeurs. Mais bon, mon co-débatteur l'a dit tout à l'heure, M. Dion, que je salue au passage. Le président Macky Sall a joué un peu un rôle d'équilibriste. C'est-à-dire que là, je vais emprunter un terme qui est propre au droit, ce qu'on appelle le principe d'égalité de traitement. Si j'analyse les contours souterrains de son discours, il a voulu quand même insuffler un principe d'égalité de traitement de toutes les questions ou de toutes les problématiques qui se posent à l'institution onusienne en tenant en compte du fait qu'il y a des pays qui sont forts, que je mets entre guillemets, et pas des pays qui sont faibles, mais des pays qui sont peut-être un peu moins munis politiquement et en termes de développement. Quand il a parlé, par exemple, des pays qu'ils appellent des archipels du Caraïbe, tout ça, qu'il faut répondre à certaines questions. Les pays insulaires et les petits pays, les petits États. On a vu que dans son propos, il a voulu leur donner l'importance qui sied à tout un pays, parce que chaque pays est souverain, même si ce pays est membre de l'institution onusienne. Donc le principe d'égalité de traitement. Mais aussi en diplomatie, il y a des choses qu'on peut dire et d'autres qu'on ne peut pas dire au grand public. Même si on est dans une communication institutionnelle, il s'est gardé, notamment sur les questions de sécurité, à ne pas donner l'impression d'un parti pris. Il a parlé par exemple du conflit au Moyen-Orient. Il a parlé du conflit entre la Russie et Kiev, etc., du Soudan, toutes ces questions-là. Mais ces questions-là, il ne peut pas aller en profondeur parce qu'il est dans une compétition où on ne peut pas d'entrée montrer au grand jour une conviction profonde par rapport à des conflits qui se posent. Et des mesures difficiles qui pourraient être prises. Non seulement c'est des mesures difficiles, mais il n'a pas aujourd'hui un diagnostic assez exhaustif de la situation des différents belligérants pour pouvoir se prononcer, parce que son rôle n'est pas de se prononcer, son rôle est de porter la parole des Nations Unies, donc tous ces pays regroupés au cœur de l'institution onusienne. Donc, le principe d'égalité de traitement, jouer ce rôle d'équilibriste et marteler son propos sur les grands chantiers qui l'attendent. Le développement économique, les questions d'environnement, la sécurité
etc. L'agenda post-2030, il a beaucoup insisté sur ces questions, effectivement, le genre, l'environnement, la dette. Dans son propos, quand même, il a eu une communication assez productive en termes de retombées et de représentativité, parce que je pense profondément, au regard de tout ce qu'il a produit hier, que cela lui confère quand même une représentativité internationale qui pourrait quand même un tout petit peu faire la différence par rapport aux autres candidats. Mais attention, la communication ne résout pas tous les problèmes. Ne résout pas, n'efface pas peut-être toutes les erreurs ou tous les minima qui peuvent être liés à un candidat ou pas, mais cela peut avoir quand même sa valeur au moment de la décision. N'est-ce pas? Merci à vous. Momar Thiam, expert en communication et directeur de l'école des hautes études en information et communication, HEIC. On vous retrouvera dans la partie Wolof de ce mini-débat tout à l'heure. Je termine avec vous, Thierno Souleymane Diop Niang, spécialiste en relations internationales. D'abord, pour vous laisser terminer votre développement sur la première question, et ensuite peut-être vous entendre sur la stratégie de Macky Sall, qui parlait à des États dans un cadre relativement informel, sachant que c'est pas cet exercice qui va être déterminant dans le choix du secrétaire général, mais est-ce que quelque part vous avez senti une maîtrise des petites problématiques aussi qui ont leur importance dans cette organisation, les petits États, les États de taille intermédiaire, les regroupements d'États, l'Union européenne, les pays de l'Amérique latine, les pays non alignés, etc., etc. Est-ce que vous avez senti une maîtrise de ces dynamiques et in fine, est-ce que vous pensez qu'il a répondu quand même aux attentes des uns et des autres, en tout cas autant que faire se peut? Alors, Suleiman, ce que j'étais en train de dire, c'est que le processus est enclenché. Mais le plus important, ce sont les résultats que le président Macky Sall aura à décliner si jamais il est élu secrétaire général en décembre prochain. Ce qui est peut-être intéressant et qu'il faut relever, c'est que nous traversons un contexte géopolitique mondial assez complexe. L'ONU, c'est la résultante de la Pax Americana ou la paix américaine de 1945. Mais il faudrait dire qu'à ce moment-là, l'Afrique n'avait pas véritablement sa voix, parce que l'Afrique, elle était encore sous le joug colonial. Et force est de dire qu'il faut changer cela. Et nous sommes dans une époque où aujourd'hui, il y a une tension constante qui est en train de se faire. Il y a un bloc occidental qui est fissuré, il y a un bloc occidental qui est en train de mener un combat avec un bloc oriental pour ne pas glisser vers le choc des civilisations. Je pense qu'un souffle nouveau pourrait venir de l'Afrique, qui est un continent neutre et qui en même temps est un continent démographiquement très, très puissant. Et je pense que ce souffle nouveau, peut-être Macky Sall pourrait l'incarner. Et ça, il l'a beaucoup dit hier dans son discours. Maintenant, c'est comme vous disiez, ce n'est pas cet exercice d'hier qui va véritablement peser sur l'élection du secrétaire général des Nations Unies. Le président Macky Sall est quelqu'un qui a traversé, comme je l'ai dit, un mandat, a traversé un magistère de 12 ans avec 2 mandats. Et ce magistère l'a amené à fréquenter les questions internationales et véritablement avoir un rôle au sein de la scène internationale, mais à prôner un multilatéralisme positif au sein duquel l'Afrique jouerait un rôle pivot. L'Afrique ne serait pas à la remorque des institutions internationales, voire des pays qui sont puissants et qui sont en train de déterminer la feuille de route internationale. Je pense que c'est peut-être ça, ou c'est peut-être là qu'on attend le président Macky Sall, changer de la trajectoire des Nations Unies pour en faire une entité non seulement de construction de la paix, de sauvegarde de cette paix-là de manière durable, mais une entité qui va insuffler une dynamique ou une trajectoire nouvelle pour les nations et qui sont égales, comme je le disais tout à l'heure, du point de vue du droit international. Je pense que c'est vraiment le chantier des Nations Unies. C'est un chantier dur, âpre, ardu, constant, qui demande beaucoup d'énergie, mais je pense que, eu égard à son expérience, il peut réussir. Merci Thierno Souleymane Diop Niang, spécialiste en relations internationales. Nous vous retrouverons également dans la partie Wolof de ce débat.
C'est la fin de cette édition à 12h52. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Haj Ndiogou Diène à la rédaction en chef. Chef d'édition Mamas Toukan à la mise en onde Aliouba. Ndei Djogay Ndiaye au digital, à la production Abdou Thiam et Abdou Khadr Lo. À 13h, vous avez rendez-vous avec El Haj Ndiogou Diène pour le grand journal en Wolof. Excellente suite des programmes sur la radio Futur Média. Au revoir.